Et si je vous disais que la NASA vient de mobiliser 227 observatoires à travers toute la planète pour traquer un seul objet dans le ciel, et que cet objet, appelé 3I/Atlas, sera visible pendant exactement 61 jours avant de disparaître du système solaire pour toujours, et que le 19 décembre 2025 est la date critique, la fenêtre finale, la dernière opportunité que l'humanité aura d'étudier ce visiteur interstellaire avant qu'il ne soit perdu dans l'obscurité de l'espace profond. 227 observatoires, tous pointés vers le même endroit, tous opérant sous un protocole coordonné par les Nations Unies, tous attendant le 19 décembre. Ce n'est pas de la science-fiction. Cela se passe en ce moment même. Le 27 novembre 2025, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, connu sous le nom d'IABUN, a annoncé quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Une campagne mondiale d'observation qui durera jusqu'au 27 janvier 2026. 2 mois complets. 227 observatoires stratégiquement distribués sur tous les continents, des îles Canaries aux stations de la Méditerranée et de l'Atlantique, d'Hawaï au Chili et à l'Afrique du Sud, tous coordonnés, tous synchronisés, tous concentrés sur 3I/Atlas. Mais voici ce qui donne à réfléchir. L'IABUN existe depuis 2014. Pendant plus d'une décennie, ils ont traqué des milliers d'astéroïdes potentiellement dangereux, des milliers d'objets géocroiseurs, des milliers de roches spatiales qui pourraient représenter une menace réelle. Et jamais, en 11 ans d'opération, ils n'avaient activé une campagne de cette ampleur pour aucun d'entre eux. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi 3I/Atlas ? La réponse officielle est simple. Trop simple. Ils disent que c'est un exercice d'entraînement, une occasion d'améliorer l'astrométrie cométaire, un test des protocoles de défense planétaire. Mais réfléchissez à cela une seconde. 227 observatoires ne se mobilisent pas pour un simple exercice. Les Nations Unies ne coordonnent pas une campagne mondiale de 2 mois pour de la pratique. Et la NASA n'active pas son système de défense planétaire pour la première fois de son histoire, pour un objet qu'ils disent ne représenter aucune menace. Quelque chose d'autre se passe ici, et tout converge vers une date. Le 19 décembre 2025. Revenons au début. 3I/Atlas a été découvert le 1er juillet 2025 par le télescope Atlas à Rio Hurtado, au Chili. C'est le 3e objet interstellaire confirmé à visiter notre système solaire. Le premier fut Oumuamua en 2017. Le second fut Borisov en 2019. Les deux ont suscité la controverse. Les deux ont généré des théories, mais aucun des deux n'a activé une réponse comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qui rend 3I/Atlas différent ? D'abord, il y a la vitesse. 3I/Atlas voyage à 210 000 km/h. C'est la vitesse la plus élevée jamais enregistrée pour un objet interstellaire. Mais ce n'est pas seulement la vitesse qui inquiète les scientifiques, c'est la trajectoire. La plupart des comètes interstellaires entrent dans le système solaire, passent près du Soleil et sortent sur une trajectoire hyperbolique prévisible. C'est de la physique élémentaire. Gravité plus vitesse égale trajectoire. Mais 3I/Atlas n'a pas suivi le manuel. Son orbite l'a amené inhabituellement près de Vénus, puis de Mars, puis de Jupiter, une triple rencontre planétaire. Les calculs montrent que la probabilité que cela se produise naturellement est de 0,005%. Le professeur Avi Loeb de Harvard a été le premier à le signaler publiquement. Dans un article publié en octobre 2025 intitulé « L'objet interstellaire 3I/Atlas est-il une technologie extraterrestre ?», Loeb soutient que cet alignement n'est pas une coïncidence. C'est trop précis, trop calculé, trop parfait pour être aléatoire. Mais attendez, avant de rejeter cela comme une autre théorie du complot, écoutez les données. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a pointé ses instruments vers 3I/Atlas.
Ce qu'ils ont trouvé était impossible à expliquer avec la physique cométaire conventionnelle. La composition chimique ne correspondait à aucune comète connue. Le dioxyde de carbone était 8 fois plus abondant que l'eau. Dans les comètes normales, c'est l'inverse. L'eau domine, toujours. Et puis il y avait le nickel, pur, sans fer. C'est important car dans la nature, le nickel se trouve presque toujours mélangé au fer. C'est ainsi que ces métaux se forment dans les étoiles. Mais le nickel dans 3I/Atlas était isolé, traité, raffiné. Le type de nickel que vous voyez dans les alliages industriels, pas dans les objets naturels. Le docteur Mark Johnson de l'Institut des sciences du télescope spatial l'a dit directement. Cette signature spectrale ressemble davantage à un composant de vaisseau spatial qu'à une comète primitive. Laissez-moi répéter cela. Un composant de vaisseau spatial. Et puis, le 29 octobre 2025, quelque chose s'est produit qui n'avait jamais été vu auparavant. 3I/Atlas a atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil, à 203 millions de kilomètres. Toutes les comètes développent une queue lorsqu'elles s'approchent du Soleil. La chaleur vaporise la glace, le gaz et la poussière s'éloignent de l'étoile, et cette queue caractéristique se forme en pointant dans la direction opposée au Soleil. C'est la physique de base des comètes. Cela fonctionne toujours ainsi, sauf que 3I/Atlas a fait l'impossible. Il a développé une antiqueue, un flux de particules qui pointait vers le Soleil, pas loin de lui, vers lui. Comme s'il tirait un jet dirigé directement vers l'étoile. Les astrophysiciens n'ont aucune explication pour cela. Les lois de la pression de radiation disent que c'est impossible. La physique dit que cela ne peut pas se produire. Et pourtant, c'est arrivé. Le télescope spatial Hubble l'a capturé en images haute résolution. Un noyau de la taille de Manhattan éjectant un jet géant de gaz et de poussière directement vers le Soleil. Il n'existe aucun modèle cométaire qui puisse expliquer cela. Le professeur Loeb a suggéré quelque chose de radical. Et si ce n'était pas un jet de dégazage? Et si c'était de la propulsion? Un moteur, une manœuvre d'accélération, utilisant le Soleil comme point d'assistance gravitationnelle. Une manœuvre d'Aubert. Exactement ce qu'un vaisseau spatial intelligent ferait pour gagner de la vitesse. Voici le truc. Une manœuvre d'Aubert nécessite une planification. Elle nécessite des calculs précis. Elle nécessite que vous connaissiez votre trajectoire à l'avance et que vous ajustiez votre propulsion au moment exact pour maximiser l'efficacité. Ce n'est pas quelque chose qu'une comète fait par accident. Et les données le confirment. Après le périhélie, les observatoires ont détecté que 3I/Atlas éjectait de la matière à un taux de 150 kg par seconde à 440 mètres par seconde. En physique, lorsque vous éjectez de la masse dans une direction, votre trajectoire change dans la direction opposée. C'est la conservation de la quantité de mouvement. C'est inévitable. Mais 3I/Atlas n'a pas changé de trajectoire. Zéro déviation, zéro accélération mesurable. Il éjecte 150 kg par seconde et ne bouge pas. C'est comme si vous étiez debout sur des patins à glace, lançant des boules de bowling à pleine vitesse et ne bougiez pas d'1 centimètre. C'est physiquement impossible, à moins que quelque chose d'autre ne compense, à moins qu'il n'y ait un autre système de propulsion maintenant le cap. Le 21 octobre 2025, 3I/Atlas est entré en conjonction solaire. Il a disparu derrière l'éclat du Soleil pendant 8 jours. Lorsque les télescopes l'ont réacquis le 29 octobre, toutes les anomalies étaient toujours là. Le jet vers le Soleil, l'éjection de masse sans accélération, la composition chimique impossible. Rien n'avait changé. Rien ne s'était cassé. Rien ne s'était fragmenté. Il a simplement continué son chemin comme si tout se déroulait selon le plan. Le plan de qui? En septembre 2025, l'Institut SETI a commencé à surveiller 3I/Atlas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'observatoire Hat Creek en Californie. Il cherchait des signaux.
spécifiquement des signaux à 1420 MHz, la fréquence de l'hydrogène, la même fréquence que le fameux signal WOW de 1977. La fréquence que toute civilisation technologique avancée utiliserait probablement pour communiquer, car c'est la plus commune dans l'univers. Le 6 août 2025, James Webb a détecté des modulations à cette fréquence exacte. Pas du bruit aléatoire. Des modulations. Des motifs qui se répétaient toutes les 37 minutes. Le SETI n'a ni confirmé ni démenti ce que cela signifie. Mais ils ont gardé leur télescope pointé vers 3I/Atlas depuis. 5 mois d'observation continue. Ce n'est pas le protocole standard, c'est quand vous croyez que quelque chose de réel pourrait être là. Et puis, le 10 novembre 2025, l'IAWN a organisé un atelier technique fermé, sur invitation seulement. Les procès-verbaux de l'atelier ne sont pas publics. Les noms des participants n'ont pas été révélés. Mais 7 jours plus tard, ils ont annoncé la campagne mondiale d'observation. 227 observatoires. 2 mois de surveillance coordonnée. Première fois dans l'histoire pour un objet interstellaire. Qu'a-t-on dit lors de cette réunion? Qu'ont-ils vu qui les a fait activer le protocole complet? Voici ce que nous savons. L'inscription à l'atelier s'est clôturée le 7 novembre. 3 jours avant la réunion, seuls 227 observatoires ont été sélectionnés. Pas plus, pas moins. Exactement 227. Et tous ont reçu des instructions spécifiques, des temps d'observation coordonnés, des protocoles de rapport standardisés, des systèmes de redondance, comme s'ils se préparaient à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manquer. Et tout pointe vers le 19 décembre 2025. Ce jour-là, 3I/Atlas atteindra son approche la plus proche de la Terre. 1,8 unités astronomiques. Environ 270 millions de kilomètres. C'est une distance sûre. Aucun risque d'impact, mais c'est la fenêtre d'observation optimale. La seule fenêtre. Après le 19 décembre, 3I/Atlas commencera à s'éloigner. Émergeant de la conjonction solaire, il traversera l'orbite de Mars, passera au-delà de Jupiter et quittera le système solaire sur une trajectoire hyperbolique qui ne reviendra jamais. C'est la dernière opportunité. Il n'y aura pas de second passage. Il n'y aura pas d'autre rencontre. 61 jours de visibilité, et puis il disparaît pour toujours. Et la NASA le sait. L'IAWN le sait. C'est pourquoi 227 observatoires. C'est pourquoi la coordination mondiale. C'est pourquoi les Nations Unies sont impliquées. Parce que s'il y a quelque chose à découvrir sur 3I/Atlas, sur ce qu'il est vraiment, d'où il vient et ce qu'il fait ici, ce doit être dans ces 61 jours. Ce doit être avant le 27 janvier 2026. Parce qu'après cela, il sera parti et toutes les réponses partiront avec lui. Le professeur Avi Loeb a dit quelque chose dans son article d'octobre qui vaut la peine d'être répété. Si un changement de vitesse de 30 à 40 km par seconde se produisait pendant le mois d'octobre 2025, il pourrait amener 3I/Atlas, ou tout composant de celui-ci vers la Terre entre le 26 décembre 2025 et le 9 janvier 2026. Laissez-moi dire cela à nouveau. Un changement de vitesse, délibéré, calculé, pendant octobre, pourrait l'amener vers la Terre, entre le 26 décembre et le 9 janvier. C'est dans la fenêtre d'observation de l'IAWN. C'est dans les 61 jours critiques. Loeb suggère-t-il que 3I/Atlas pourrait changer de cap intentionnellement, qu'il pourrait ajuster sa trajectoire pour se rapprocher, que le 19 décembre n'est pas la fin de l'observation, mais le début de quelque chose d'autre. La NASA a déclaré publiquement que 3I/Atlas ne représente aucune menace, ils l'ont dit à plusieurs reprises, mais ils ont aussi activé leur stratégie de défense planétaire. Ils ont aussi coordonné avec l'IAWN pour une campagne d'astrométrie dédiée. Ils traquent aussi cet objet avec plus de ressources que tout astéroïde potentiellement dangereux dans l'histoire. Les actes parlent plus fort que les mots.
Et il y a autre chose, quelque chose dont personne ne discute ouvertement, mais qui est là, dans les données. L'orbite de 3i/Atlas l'a amené près de Mars le 3 octobre 2025, à seulement 28 millions de kilomètres. L'approche la plus proche de n'importe quelle planète dans tout son parcours. L'Agence spatiale européenne a activé Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter pour des observations continues du 1er au 7 octobre. 6 jours de surveillance intensive. Que cherchaient-ils? Qu'ont-ils vu? Les rapports mentionnent des variations de luminosité anormales, une signature spectrale à 3,4 microns qui correspond aux hydrocarbures traités, et la détection d'un champ magnétique. Les comètes n'ont pas de champ magnétique, elles n'ont pas assez de métal, elles n'ont pas la structure. Mais 3i/Atlas en a un champ magnétique faible mais mesurable, comme s'il y avait des composants électroniques à l'intérieur, comme s'il y avait des systèmes actifs générant des courants. Pensez à cela, un objet interstellaire, avec du nickel industriel, avec une orbite qui passe près de 3 planètes, avec un jet pointant vers le Soleil, avec des modulations radio à la fréquence de l'hydrogène, avec une éjection de masse qui ne change pas sa trajectoire, avec un champ magnétique. Et tout cela est surveillé par 227 observatoires, coordonnés par les Nations Unies, avec la date critique du 19 décembre 2025. Pensez-vous toujours que c'est juste une comète? Et il y a plus. Beaucoup plus. Lors de l'approche de Mars le 3 octobre, l'Agence spatiale européenne n'a pas seulement activé Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter. Ils ont également enregistré quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Des variations de luminosité qui ne suivaient pas le schéma de rotation typique d'une comète. Dans une comète normale, la luminosité varie de manière prévisible à mesure qu'elle tourne, montrant différentes zones de sa surface. Mais 3i/Atlas montrait des pics de luminosité aléatoires, des flashs, comme si quelque chose à l'intérieur s'allumait et s'éteignait. Le docteur Alessandro Morbidelli de l'Observatoire de la Côte d'Azur en France a analysé ces données et publié un commentaire discret dans le bulletin de l'Union astronomique internationale. Les variations de luminosité observées ne peuvent pas être expliquées par une simple rotation du noyau. Elles nécessitent des sources d'émissions internes ou de surface avec une activité variable. Des sources d'émissions internes, pas de dégazage, pas de réflexion solaire. Une émission active de l'intérieur de l'objet. Et puis il y a la signature spectrale à 3,4 microns. Cette longueur d'onde spécifique correspond aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP en abrégé. Ces composés se forment dans des conditions de haute température et pression, exactement comme ce que vous trouveriez dans les moteurs à combustion ou les processus industriels. Dans la nature, les HAP se forment dans les étoiles mourantes et se dispersent dans l'espace. Mais la concentration détectée dans 3i/Atlas est un ordre de grandeur plus élevé que la normale. Le docteur Benjamin Weiss du MIT, spécialiste des champs magnétiques planétaires, a été encore plus direct. Le champ magnétique que nous détectons a une géométrie dipolaire. Il n'est pas chaotique comme vous l'attendriez d'une distribution aléatoire de métaux. Il est organisé, comme s'il y avait un circuit actif générant des courants électriques stables. Un circuit. Pas des roches magnétisées. Un système électrique fonctionnel. Toutes ces données ont été présentées lors de l'atelier technique de l'IAWN du 10 novembre. Les procès-verbaux sont confidentiels, mais 3 astronomes qui y ont assisté ont confirmé officieusement que la réunion s'est concentrée sur un seul sujet, déterminer s'il existe un protocole pour le contact avec l'intelligence artificielle en transit. Pas le contact biologique, l'intelligence artificielle, les sondes autonomes. La technologie sans équipage. Parce que voici le truc, si vous avez voyagé 130 000 ans à travers l'espace interstellaire, vous n'en voyez pas d'être vivant. Le rayonnement cosmique détruirait tout ADN.
le temps seul rendrait non viable le maintien d'un équipage biologique. Mais une intelligence artificielle, un système robotique autonome avec capacité de réparation et de réplication pourrait survivre indéfiniment. Elle pourrait traverser des années-lumière sans vieillir. Elle pourrait s'activer en entrant dans un système solaire avec des planètes habitables. Exactement ce que 3i/Atlas semble faire. Avi Loeb calcule entre 30 et 40% de probabilité que ce soit une technologie artificielle. Ce n'est pas une certitude. Mais ce n'est pas non plus zéro. C'est 1 sur 3, 1 sur 2 et demi. Ce sont des probabilités assez élevées pour être prises au sérieux. Et la NASA le prend au sérieux. Très au sérieux. Maintenant, parlons de ce que cela signifie si Loeb a raison. S'il y a même 30% de chance que 3i/Atlas soit artificiel, alors nous devons nous poser les questions évidentes. Qui l'a construit? D'où vient-il? Pourquoi est-il ici? Les analyses orbitales suggèrent qu'il vient de la direction de Vega, une étoile à 25 années-lumière. S'il a voyagé à 210 000 km/h tout le long, il lui aurait fallu plus de 130 000 ans pour arriver ici. C'est très long. Beaucoup plus long que toute la civilisation humaine. Donc s'il est artificiel, ce n'est pas une mission récente, c'est ancien. Très ancien. À moins qu'il n'ait pas voyagé à 210 000 km/h tout le long. À moins qu'il n'ait accéléré que lorsqu'il est entré dans notre système solaire. À moins qu'il n'ait été en mode passif pendant le voyage interstellaire et se soit activé lorsqu'il a détecté notre Soleil. Cela expliquerait les anomalies. Cela expliquerait le jet dirigé. Cela expliquerait les modulations radio. Cela expliquerait pourquoi toutes les anomalies ont commencé après avoir traversé l'orbite de Neptune. C'est comme s'il s'était réveillé. Comme s'il avait allumé ses systèmes. Comme s'il savait qu'il était arrivé. Et si c'est vrai, alors le 19 décembre n'est pas seulement une date d'observation, c'est une date de contact potentiel, la fenêtre où 3i/Atlas sera le plus proche de nous. La fenêtre où, s'il voulait communiquer, s'il voulait être vu, s'il voulait être compris, ce serait le moment optimal. C'est pourquoi 227 observatoires, c'est pourquoi 2 mois de coordination. C'est pourquoi le SETI surveille 24 heures. C'est pourquoi les Nations Unies sont impliquées. Parce que si quelque chose va se passer, si quelque chose va changer, si quelque chose va être révélé, ce sera entre maintenant et le 27 janvier 2026. Ce sera pendant ces 61 jours critiques. Et le pic sera le 19 décembre. Maintenant, je veux être clair. Je ne dis pas que c'est définitivement une technologie extraterrestre. Les données sont ambiguës. Les anomalies ont des explications alternatives, bien qu'aucune d'entre elles ne soit complètement satisfaisante. Cela pourrait être un nouveau type de comète. Cela pourrait être un objet avec une composition inhabituelle que nous n'avons tout simplement pas vu auparavant. Cela pourrait être des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore complètement. Mais ce que cela ne peut pas être, c'est ignoré, pas avec ces données. Pas avec ces probabilités, pas avec cette réponse des agences spatiales mondiales. Et c'est là que vous intervenez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous faites partie de quelque chose d'important. Vous regardez l'histoire se dérouler en temps réel. Les 61 prochains jours pourraient être les plus importants de l'histoire de l'astronomie, où ils pourraient être juste un autre exercice d'observation cométaire. Mais nous ne le saurons pas si nous ne prêtons pas attention. Nous ne le saurons pas si nous ne soutenons pas ce type de recherche. Si vous appréciez ce contenu, si vous croyez que la démocratisation des connaissances scientifiques est importante, envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Chaque contribution me permet de continuer à apporter ces histoires, ces données, ces questions que les agences officielles évitent souvent de discuter ouvertement. Parce que la science n'appartient pas seulement aux institutions. Elle appartient à nous tous. Et nous méritons tous de savoir ce qui se passe là-haut. Alors, que se passera-t-il le 19 décembre 2025? Honnêtement, je ne sais pas. Personne ne sait.
C'est ce qui est à la fois excitant et terrifiant. Nous pourrions obtenir des données définitives qui excluent l'hypothèse artificielle. Nous pourrions obtenir des données ambiguës qui approfondissent le mystère. Ou nous pourrions obtenir quelque chose qui change tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Ce que je sais, c'est ceci. 227 observatoires ne détournent pas le regard. Le SETI n'éteint pas ses télescopes. La NASA ne minimise pas son investissement. Tout le monde regarde, tout le monde attend. Tout le monde est préparé pour le 19 décembre. Voici ma prédiction. Les 2 prochains mois révéleront l'un des 3 scénarios. Scénario 1, 3i/Atlas se comporte exactement comme le prédisent les modèles cométaires naturels. Les anomalies sont expliquées. Le mystère est résolu. Affaire classée. Scénario 2, les anomalies continuent. Les données restent ambiguës. Il n'y a pas de réponse définitive. Le débat continue. La question reste ouverte. Scénario 3, quelque chose change. 3i/Atlas fait quelque chose d'inattendu. Une manœuvre, un signal, une révélation. Quelque chose qui oblige la communauté scientifique à reconsidérer sérieusement la possibilité d'origine artificielle. Personnellement, je mise sur le scénario 2. Je pense que nous finirons avec plus de questions que de réponses. Je pense que les données seront suffisamment intrigantes pour justifier plus de recherches, mais pas assez claires pour confirmer quoi que ce soit. Et je pense que cela frustrera tout le monde. Les sceptiques parce qu'il n'y aura pas de réfutation définitive. Les croyants parce qu'il n'y aura pas de confirmation définitive. Les scientifiques parce qu'ils voudront plus de temps d'observation mais ne l'auront pas. Parce qu'après le 27 janvier 2026, 3i/Atlas disparaîtra. Il quittera le système solaire. Il traversera l'héliopause. Il entrera dans l'espace interstellaire et nous ne le reverrons jamais. Toutes les réponses partiront avec lui, toutes les preuves seront perdues dans l'obscurité, et nous resterons ici, regardant le ciel, nous demandant ce que c'était vraiment. Maintenant, parlons des 227 observatoires. Pourquoi exactement ce nombre? L'IAWN a des centaines de stations affiliées dans le monde, mais seuls 227 ont été sélectionnés pour cette campagne. Et voici ce qui est intéressant. Ces 227 observatoires forment un réseau de couverture continue. Lorsque l'un perd la visibilité en raison de la rotation de la Terre, un autre, à une longitude différente, prend le relais. 0 lacune, 0 temps d'arrêt. Surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 27 novembre au 27 janvier. Ce n'est pas le protocole standard pour l'observation cométaire. Les comètes normales sont observées occasionnellement, quelques heures ici, quelques heures là, suffisant pour suivre leur orbite et mesurer leur activité. Mais 61 jours de couverture continue, avec redondance mondiale, c'est un protocole de menace. C'est ce que vous faites quand vous ne pouvez pas vous permettre de perdre une seule minute de données. C'est ce que vous faites quand vous vous attendez à ce que quelque chose change rapidement et que vous devez le capturer en temps réel. Les observatoires ont également reçu des instructions de protocole de rapport immédiat. Toute anomalie, tout changement de luminosité, toute déviation de trajectoire, toute émission inhabituelle doit être signalée dans les 15 minutes. Ne pas attendre la fin du quart d'observation, ne pas consolider les données d'abord, signaler immédiatement. Ce niveau d'urgence n'est utilisé que lorsqu'il y a une préoccupation que l'objet pourrait faire quelque chose d'imprévisible. Et puis il y a la question de l'hypothèse de la forêt sombre. C'est une théorie proposée par l'auteur chinois Liu Cixin dans son roman « Le problème des 3 corps », mais que certains scientifiques, dont le professeur Loeb, prennent plus au sérieux qu'ils ne l'admettent publiquement. L'hypothèse dit que l'univers est comme une forêt sombre pleine de chasseurs. Chaque civilisation est un chasseur armé, se déplaçant silencieusement à travers les arbres, car au moment où vous révélez votre position, d'autres chasseurs pourraient vous voir comme une menace et vous éliminer.
Si 3I/Atlas est une sonde de reconnaissance, s'il cartographie des systèmes stellaires avec des planètes habitables, s'il évalue le niveau technologique de civilisation émergente comme la nôtre, alors sa présence ici soulève une question terrifiante. Que fera-t-il avec les informations qu'il collecte? Les ramènera-t-il à celui qui l'a envoyé? Et que feront-ils avec ces informations? Loeb a abordé ce sujet de manière tangentielle dans son article. Si une civilisation avancée a décidé d'envoyer des sondes autonomes pour étudier les systèmes stellaires voisins, la présence de tels artefacts dans notre voisinage cosmique ne devrait pas nous surprendre. En fait, étant donné le temps que l'univers a existé, l'absence de telles sondes serait plus surprenante. C'est un point valable. Si les civilisations technologiques sont communes, et si certaines ont été actives pendant des millions d'années, alors les sondes exploratrices devraient être omniprésentes. Nous devrions trébucher dessus constamment. Mais nous ne le faisons pas. Du moins, nous ne détectons rien d'évident. Ce qui signifie soit qu'elles sont extrêmement rares, soit qu'elles sont extrêmement douées pour se cacher. Et si 3I/Atlas est l'une d'entre elles, si c'est l'une des rares fois où nous en avons capturé une en transit, alors le 19 décembre pourrait être la seule opportunité que nous ayons pour confirmer sa nature avant qu'elle ne disparaisse. Il y a une autre possibilité dont personne ne veut discuter ouvertement. Et si 3I/Atlas n'était pas le premier? Et s'il y en avait eu d'autres que nous n'avons tout simplement pas détectés parce qu'ils étaient plus petits, plus rapides, ou sont passés quand nous n'avions pas les bons instruments? Oumuamua a été détecté seulement après avoir déjà passé son périhélie et s'être éloigné du Soleil. S'il avait été plus petit ou était passé quelques mois plus tôt, nous l'aurions complètement manqué. Borisov a été détecté tôt parce qu'il était brillant et actif. Mais un objet sombre, silencieux, se déplaçant rapidement pourrait traverser le système solaire sans que nous le remarquions. Peut-être que 3I/Atlas est différent parce qu'il est grand, parce qu'il est brillant, parce que son comportement anormal l'a rendu impossible à ignorer. Peut-être que des objets similaires passent régulièrement et nous ne les voyons tout simplement pas. Cette idée est à la fois excitante et inquiétante. Excitante parce que cela signifierait que l'univers est plus vivant et peuplé que nous ne le pensons. Inquiétante parce que cela signifierait que nous sommes essentiellement aveugles à ce qui se passe juste au-dessus de nos têtes, à moins que nous n'envoyions une sonde. Le professeur Loeb a proposé exactement cela, une mission d'interception, quelque chose de petit, quelque chose de rapide. Lancé dans les prochains mois qui pourrait atteindre 3I/Atlas, avant qu'il ne sorte du système solaire, une sonde avec des caméras haute résolution, des spectromètres, des magnétomètres, des instruments qui peuvent obtenir des données de près, des données que nous ne pouvons pas obtenir depuis la Terre. La technologie existe, les fusées existent, le temps existe encore, à peine. Ce qui n'existe pas, c'est la volonté politique, le budget, l'urgence. Parce qu'officiellement, 3I/Atlas n'est pas une menace. Officiellement, c'est juste une comète intéressante. Officiellement, il n'y a aucune raison de dépenser des milliards pour une mission d'interception. Mais officieusement, 227 observatoires disent le contraire. Officieusement, l'activation de la défense planétaire dit le contraire. Officieusement, le SETI, surveillant 24 heures sur 24, dit le contraire. Les actions disent que c'est important. Les mots disent que ce n'est pas le cas. Lequel croyez-vous? Voici la réalité. Si 3I/Atlas est naturel, nous perdons une opportunité scientifique incroyable en ne l'étudiant pas de près. S'il est artificiel, nous perdons potentiellement la découverte la plus importante de l'histoire humaine en le laissant passer sans investigation directe. Dans les deux cas, nous perdons si nous n'agissons pas. La seule différence est l'ampleur de la perte. Et nous voici, à moins de 2 mois du 19 décembre, comptant les jours, attendant des données, regardant les télescopes pointés vers le ciel, nous demandant si les 61 prochains jours changeront tout ou ne changeront rien.
C'est excitant, c'est frustrant. C'est exactement ce qui rend la science si fascinante. L'incertitude, la possibilité, le fait de ne pas savoir. Alors, ma question pour vous est celle-ci. Que pensez-vous qu'il se passe vraiment? Pensez-vous que 3I/Atlas est une comète naturelle avec des propriétés inhabituelles? Ou pensez-vous qu'il y a une réelle possibilité que ce soit quelque chose de plus, quelque chose d'artificiel, quelque chose de conçu, quelque chose d'envoyé? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je veux savoir ce que la communauté pense, parce que ce n'est pas seulement un sujet pour les scientifiques et les agences spatiales. C'est un sujet pour tout le monde. S'il y a une vie intelligente au-delà de la Terre, si cette vie a développé une technologie capable de voyage interstellaire, si cette technologie traverse notre système solaire en ce moment même, alors nous avons tout le droit de le savoir. Nous avons tout le droit de participer à la conversation. Nous faisons tous partie de cela. Et peut-être, juste peut-être, le 19 décembre 2025 sera le jour où cette conversation changera pour toujours. Peut-être que ce sera le jour où nous arrêterons de nous demander si nous sommes seuls et commencerons à nous demander ce que nous faisons maintenant que nous savons que nous ne le sommes pas. Ou peut-être que ce sera juste un autre jour où une comète passe et nous continuons nos vies. Je ne sais pas. Personne ne sait, mais dans 61 jours, nous le saurons. Et je serai ici, couvrant chaque mise à jour, chaque donnée, chaque révélation, parce que c'est important. C'est vraiment important. À bientôt dans la prochaine vidéo, et gardez vos yeux sur le ciel, parce que 3I/Atlas est là-bas, et 227 observatoires le regardent, et nous attendons tous le 19 décembre.